Ça veut dire quoi, gagner en maturité? C'est réaliser qu'on n'avait jamais rien compris. Arriver à cette étape où on se rend compte qu'en fait, toute cette arrogance de la jeunesse et de penser avoir des certitudes n'était que en fait de l'insouciance et du manque de maturité, c'est déjà une maturité. Une vie où ça ne marche pas, c'est quand même une vie. Mais une vie sans objectif, quelle différence entre ta vie et celle d'une vache dans une prairie qui mange de l'herbe du matin au soir? Tout au long de cet entretien, je t'ai dit, je vais te poser des questions de manière très intuitive, qui invitent des réponses totalement intuitives. Si jamais tu es tenté de répondre, je ne sais pas, je t'invite à garder un silence et à accueillir la première réponse qui te vient dans ton cœur ou dans ta tête. Celle qui te vient par intuition, comme ça, naturellement. Exactement. On parlait de recadrer quelqu'un, de revenir à soi. Comment est-ce qu'on fait pour revenir à soi quand partout autour, il y a des perturbations, de l'agitation? C'est une question que tu me poses, là. Comment on fait pour revenir à soi quand on est entouré d'agitation et de perturbations? Je dirais qu'à la base, si on doit faire un effort pour revenir à soi, il y a déjà un problème. C'est que la perturbation et l'agitation, elle n'est plus juste autour de toi. C'est qu'elle est déjà rentrée en toi. Puisque la base, ce n'est pas le besoin de revenir à soi, on devrait déjà tous être connectés à soi-même. Et donc, si on identifie, donc ça s'appelle un problème, c'est plus quelque chose de normal. Et donc, identifier d'où vient le problème. À quel moment on s'est déconnecté de soi? Et qu'est-ce qui fait qu'on s'est déconnecté de soi? Et quand on a identifié d'où vient le problème, le résoudre. Et ça peut être plein d'événements. Certains se déconnectent de soi peut-être très tôt dans l'enfance parce qu'il y a des complexes par rapport à du vécu. Et identifier à quel moment ce complexe ou ce traumatisme est apparu et le résoudre et revenir en arrière, dans le passé, jusqu'à ce moment-là. Des fois, c'est peut-être des choix qu'on a fait dans sa vie qui ont fait que des moyens sont devenus des objectifs et des buts, et qu'on a oublié que c'était juste un moyen, et de retrouver à quel moment on s'est perdu entre les moyens et les objectifs, et de recadrer tout ça et de se rappeler quel était le but à la base de tout ça. Et on travaille, pourquoi? On fonde une famille, pourquoi? On voyage, mais pourquoi? On achète une maison, mais pourquoi? Certains font des crédits sans dette, mais pourquoi? Et à un moment donné, on essaie d'avoir une qualité de vie, mais pourquoi? Est-ce que tout ça sont des moyens ou des buts? Et si on arrive à identifier à quel moment on s'est perdu entre ces moyens et ces buts, et qu'on revient à l'objectif initial qu'on voulait, on se rend compte que ces moyens-là sont un moyen parmi d'autres. Ça ne marche pas grave, et on repasse à une autre solution. Il y a plusieurs chemins pour y arriver. On ne reste pas bloqué, parce que si le chemin, on en fait un objectif en soi, mais que ce chemin-là, il ne marche pas, que ça arrive sur un cul-de-sac, on a l'impression que c'est un échec. Alors qu'en réalité, non. C'était juste une méthode possible pour arriver à un objectif initial. Et puis on se recadre et on tente un autre chemin. Et donc moi, je pense qu'à la base, tout le monde devrait être naturellement connecté avec soi-même. Et que si on pose la question, comme tu l'as posée, je pense que déjà dans la question, il y a une correction à faire. C'est pas comment se connecter à soi, c'est comment revenir à ce qu'on doit être réellement et ce qu'on a toujours été, qu'à un moment donné, il y a une fracture. Détermine où a eu lieu la fracture, pourquoi elle a eu lieu, et répare là. Pourquoi est-ce que tu te réveilles chaque matin? Pourquoi je me réveille chaque matin? Déjà parce que c'est inné. Parce que c'est inné, on se réveille tous les matins. Ça, c'est une question plus profonde qui revient à quel est le sens de la vie? Pourquoi on vit? C'est pas juste pourquoi on se réveille tous les matins. C'est pourquoi tu es sur Terre. Alors, si tu me poses la question à moi personnellement, je connais la réponse, même s'il m'arrive comme tout le monde de l'oublier, quand on est pris, comme j'ai dit juste avant, par les moyens. Et elle peut être différente d'une personne à l'autre. Moi, dans mon cas, on va dire, il y a une raison spirituelle, et ça revient au côté croyance. Et il y a aussi une raison mondaine qui est d'être heureux sur Terre.
parce que spirituel renvoie souvent à tout ce qui est après la mort, mais ça ne se limite pas à ça. On n'a pas que le besoin, et on n'a pas été fait que pour ça, que pour un objectif qui se déroule, pour ceux qui sont croyants, après l'existence terrestre, mais aussi terrestre. Donc il y a sûrement plusieurs raisons. Je me lève pour être heureux, comme tout le monde, et rendre heureux ceux qui comptent pour toi, et en même temps, pour un objectif spirituel qui est au-delà de la vie, on va dire, mondaine et terrestre. Qu'est-ce qu'il y a de plus important dans cette vie mondaine, dans cette vie terrestre? Si tu pouvais nous citer peut-être 5 principes essentiels de cette vie mondaine. 5 principes qui sont, on va dire, les piliers. C'est ça que tu veux me dire? Qui sont les choses les plus importantes. Avoir des principes. Avoir des principes et s'y tenir. Avoir un objectif dans cette vie et ne pas s'en détourner tout en utilisant le point numéro 1 que j'ai cité, qui sont tes principes, pour y arriver. Numéro 3, être utile. Donc, je ne suis pas dans la psychologie du moi absolu, tu vois, où je pense que personne ne peut être heureux seul. Donc, si tu es heureux et que tout le monde autour de toi est malheureux, tu es vraiment heureux. Donc, être utile. Et puis après, il y a une classification dans les gens qui t'entourent en fonction du lien que tu as avec eux. Bien sûr, tu vas mettre tes parents à un niveau, puis en dessous, tu as tes enfants, puis après, tu as ton épouse, puis tu as tes frères, enfin, il y a tes frères et sœurs. Je ne sais pas dans l'ordre, hein, mais je parle. Et puis après, tu élargis le cercle, il y a les amis, puis après, il y a l'entourage, enfin, il y a ainsi de suite, peut-être tes collègues, ça dépend. Hein, on a tous notre classification. En général, le premier cercle, on a toujours le même, c'est les familles proches, parents, enfants, frères et sœurs, conjoints, etc. Et après, plus ça s'élargit, c'est les amis, puis après. Et puis, avec des cercles beaucoup plus larges, toute personne que tu croiseras dans ta vie. Et je pense que plus tu es utile aux autres, plus tu es utile à toi-même. Et donc, ça fait partie des objectifs dans cette vie. Donc, on en a cité 3. Il en resterait 2. Donc, j'ai dit le premier, avoir des principes, un objectif, être utile, pour résumer. Un autre pilier, 5, ça fait beaucoup. Hein. Bon, on va partir par ordre d'importance. Les principes, c'est une chose, avoir de l'honneur. Ok. C'est pas comme les principes, ça peut être des règles. L'honneur, c'est plus comment je vais dire, c'est du ressenti. Et en cinquième, donc dans les principes, c'est très large. Hein, je donne des termes toujours très larges pour que ça puisse englober les choses auxquelles je pense. Sinon, on va faire 1 heure que sur cette question-là. Et le 5e, j'ai du mal à le déterminer, mais je dirais, on va essayer d'en trouver un maintenant. Donc je recule, je dis des principes. J'ai dit numéro 2, un objectif. Être utile. L'honneur. 5e, premier qui te passe par la tête. 5e, premier qui te passe par la tête. La transmission. Okay. C'est-à-dire qu'on est tous voués à disparaître sur Terre, de laisser une trace. Mais une trace positive. Les gens que t'aimes, que t'as vu partir, qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? Alors, il y en a eu pas mal, mais je vais parler des 2 derniers qui sont d'ailleurs les plus proches, donc ma sœur et ma mère. Qu'est-ce qu'ils m'ont transmis? Beaucoup. Hein. Bon, ma mère, elle m'a quasi tout transmis. C'est elle qui a fait mon éducation. C'est elle peut-être qui a fait qui je suis aujourd'hui. Et c'est elle qui m'a enseigné certainement pas mal des 5 principes qu'on vient de dire avant. Puisque, de par son éducation, j'ai déterminé quels étaient mes objectifs. Enfin, d'abord, on avait dit numéro 1, c'est quoi? Avoir des principes. Un principe, oui, un principe sans aucun doute. Le numéro 2, on avait dit objectif. Et également. Le numéro 3, on avait dit être utile, donc l'altruisme. Ça, c'est sans aucun doute aussi.
Moi, je dirais qu'il y a quasi les 5 principes essentiels. Mais plus que ça, c'est ce qui te donne, c'est ce qui donne l'amour nécessaire à un enfant pour se former et grandir. C'est ce qui te donne ta confiance en soi. C'est ce qui te donne, on va dire, ta ligne de vie, ta direction de vie, comment tu vas la vivre. Ma sœur, il y a une complicité, il y a le fait que, on va dire, une certaine, ce que j'ai pu apprendre d'elle, certaine force et patience face à l'épreuve, son empathie, cette manière de toujours faire passer l'autre avant soi-même. Ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Il y a plein de choses à dire, mais on va dire l'essentiel. Si tu pouvais passer une journée avec ta sœur, Ouais. tu penses que ça ressemblerait à quoi cette journée que vous passeriez ensemble? Est-ce que c'est une journée où je sais que c'est la seule journée? Je sais que c'est la seule. J'ai l'occasion de revivre une journée. Une journée. Ouais. Et tu me demandes quelle est la question? Qu'est-ce que je ferais? Comment elle se passerait la À quoi elle journée? ressemblerait cette journée? Peut-être que qu'est-ce que tu souhaiterais lui dire si elle avait la possibilité de l'entendre? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Ouais, bon, ce que je souhaiterais lui dire, ça je ne vais pas le répondre. Ça restera dans l'ordre du privé. On passerait peut-être une journée en Amra. Une journée, hein? À la Mecque, D'accord. dans une Amra. D'accord. Et après, ce qui se discutera, ça restera de l'ordre du privé. Je comprends. Je comprends. Quand tu fais le tour de ton cœur, Ouais. qu'est-ce que tu vois? Quand je fais le tour de mon cœur. Reprécise la question. Elle est intuitive, à la vie, tu une réponse intuitive. D'accord. À la vie, tu as un voyage. Tu as parlé de Ramallah. D'accord. Donc Je tu te m'as parle de dit, tourner si je autour fais du- le tour de mon cœur, qu'est-ce que je vois? Ouais. Je vois un être humain, avec ses bons et ses mauvais côtés, ses imperfections et ses faiblesses, mais ses forces. Je vois des compartiments D'accord. en fonction des différentes étapes de la vie. Je vois le cœur de l'enfant, puis le cœur de l'adolescent, puis le cœur de l'adulte, puis le cœur du père, et puis le cœur de peut-être la personne qui arrive dans l'âge le plus mûr de sa vie. Et puis il reste un compartiment vide, ça je ne sais pas encore ce qu'on va mettre dedans, on verra. Ce serait quoi ce compartiment vide? Ouais, celui de la vieillesse. D'accord. Parce que je ne l'ai pas encore vécu, donc. Là, on est dans le compartiment de l'âge le plus mûr de cette vie. J'espère. J'espère, ouais. Ça veut dire quoi, gagner en maturité? Gagner en maturité, c'est réaliser qu'on n'avait jamais rien compris. Et se poser la question, aujourd'hui où je crois comprendre, est-ce que je ne suis pas simplement à une autre étape comme celle d'avant où je ne comprends rien et que je crois comprendre et que je vais le découvrir seulement plus tard, mais au moins j'ai conscience de mon ignorance, ou est-ce que vraiment j'ai atteint quelque chose? Et donc, arriver à cette étape où on se rend compte qu'en fait, toute cette arrogance de la jeunesse et de penser avoir des certitudes n'était que en fait de l'insouciance et du manque de maturité, c'est déjà une maturité. Peu importe si on a vraiment compris aujourd'hui ou pas. Elles sont complexes mes réponses, j'ai l'impression. Je vois dans tes yeux. Je les trouve magnifiques. D'accord. Je les trouve magnifiques. Et je suis insouciant face à leur complexité, peut-être. Ouais, je les trouve très, très belles. Justement, en arrivant à cet âge de la maturité, pour reprendre ton expression, quelle est la première chose que tu as remis en question? La première chose que j'ai remis en question, moi-même. Moi-même. Mes certitudes. Et au-delà de la première chose que j'ai remis en question, je dirais la première chose que j'ai compris. C'est peut-être un des éléments de maturité. C'est que on oublie parfois l'humanité des autres. L'humanité, ça va avec l'imperfection. Et donc, au même point des fois, on est parfois trop exigeant avec soi-même, on peut l'être aussi avec les autres. Et qu'on oublie simplement que c'est simplement des êtres humains, que c'est des erreurs, et que leurs erreurs ne te concernent pas forcément.
même si elles t'atteignent. C'est juste leur erreur à eux, leur humanité à eux, et qu'elles ne sont pas voulues, que de la même façon que toi, tu te trompes et tu fais des erreurs qui ont un impact sur les autres, de la même façon, ils font eux aussi des erreurs qui ne sont pas voulues, mais qui ne te visent pas, mais qui auront un impact sur toi, qui vont te toucher, qui vont peut-être te causer du mal ou de la souffrance ou de la douleur, etc. Mais qu'à la base, tu n'es pas un élément de l'équation. Tu es un dégât collatéral. Et donc, quand tu comprends ça, tu te dis, en réalité, tu ne peux pas lui en vouloir à l'autre. Mais tu peux te protéger. C'est-à-dire, tu n'as plus cette rancœur, cette animosité, cette haine, mais à un moment donné, tu es devant un fait où tu peux refuser d'être un dégât collatéral. Il a sa vie, il a ses erreurs, il a ses étapes, il évolue, mais toi, à un moment donné, si dans le courant de son évolution, tu risques d'être touché par des éléments, toi aussi, tu es libre de prendre une distance et de le laisser continuer son chemin. Sans pour avoir d'animosité, sans pour autant en vouloir, peut-être même en continuant à avoir de l'empathie, peut-être continuer à avoir de la sympathie, mais de loin. Contrairement au schéma classique où, quand tu ressens une douleur, tu en veux à la cause de la douleur. Et donc, ce qui peut développer de la haine, etc. Comment réparer une erreur? Il faut déterminer le type d'erreur, si tu veux que je te réponde. C'est-à-dire, que veux-tu dire? Son erreur, l'erreur de l'autre, l'erreur qui a des conséquences sur toi-même, l'erreur qui a des conséquences sur les autres. Comment réparer une erreur? Comment réparer une erreur? Comment réparer une erreur? Ouais, ben alors c'est moi qui vais détailler. Il y a plusieurs types d'erreurs. Il y a des erreurs qui peuvent être réparables. Mais je vais te donner la base. Reconnaître l'erreur. Ça, c'est la première étape. Si tu ne reconnais pas l'erreur, tu ne peux pas la réparer. Donc, admettre qu'on a fait une erreur. Ensuite, et quand je dis admettre, c'est l'admettre pleinement. Ne pas chercher de circonstances atténuantes, ne pas essayer de l'expliquer, ne pas essayer de la justifier à travers l'autre, comme si oui, j'ai fait une erreur, ça t'a fait quelque chose, mais toi aussi, le toi aussi ne doit pas exister. J'ai fait une erreur, je l'assume. Ensuite, il y a peut-être des erreurs qu'il n'y a pas besoin de réparer, il y a des erreurs qu'il y a besoin de réparer. Il y a des erreurs où simplement la reconnaissance de l'erreur suffit. Par exemple, tu la reconnais, tu regrettes et que tu ne la reproduis plus, c'est suffisant. C'était un processus nécessaire pour arriver à la finalité. Et l'erreur en fait partie. Quand c'est une erreur qui a lieu de réparer et que tu l'as reconnue, ça dépend de la nature de l'erreur. Il y a des fois où c'est réparable. Je sais pas, moi, je t'ai pris quelque chose, je te le rends. Je t'ai dit quelque chose, je dis l'inverse. Je t'ai causé du tort, je peux te causer du bien. L'erreur là me concerne personnellement, je me suis causé du tort à travers certains choix. C'est tout, je change mes choix. Et puis on continue. Mais l'erreur ne doit pas être la finalité de l'histoire, c'est tout. Tu continues, tu répares ce qui est réparable, quand c'est réparable. Quand c'est pas réparable, tu la reconnais et tu t'en éloignes et tu ne le fais plus. Et puis voilà. Mais la première étape, si je devais répondre en un seul point, je dirais la reconnaissance de l'erreur et le regret. Le reste viendra naturellement. Une fois que tu reconnais la chose et que tu le regrettes, le changement viendra. Quand on arrive à l'âge de la maturité, il y a des choses qu'on regrette? Il n'y a personne qui regrette rien, bien sûr. Mais peut-être que ce n'est plus un regret qui te torture. C'est un regret qui te fait avancer. C'est un regret qui t'apprend à comment évoluer dans cette nouvelle étape pour ne plus reproduire. C'est pas un truc que tu vas ruminer toute ta vie. On a tous fait des erreurs et qui des fois sont pas réparables. Mais c'est pas grave, c'est un processus qui te permet de continuer la nouvelle phase de ta vie après, comme on appelait ça, la maturité. C'est prétentieux, hein. Ouais, bien sûr, on en fera tout le temps.
Comment commencer une nouvelle vie de son vivant? Pourquoi commencer? Continue. Ok. Pourquoi recommencer? On dirait que l'autre est morte. Je suis pas mort. Je me mets moi dans la situation de ce que tu me décris. Je suis pas mort. Une vie n'est pas faite de perfection. Dire commencer, c'est comme si l'autre est périmé parce qu'on l'a salie et qu'elle est plus utilisable. Non, c'est la même vie, on la continue. On la continue, mais avec des corrections. Je suis pas pour on commence une nouvelle vie, on la continue. Ok. Alors, comment continuer une nouvelle vie sans que l'ancienne continue de peser? En reconnaissant ses erreurs et en les regrettant et les corrigeant. En apprenant des leçons de ses erreurs. Toi, tu as appris quoi de ta plus grande erreur? Ma plus grande erreur, c'est un grand mot ça. Je sais même pas c'est quoi ma plus grande erreur. La première général, qui c'est passe plus par un- la tête. Hein. J'en ai pas. C'est plus un cumul d'erreurs. D'accord. Mais est-ce que Ouais. certaines sont des erreurs, certaines ne sont pas forcément des erreurs parce qu'on agit au moment X avec les informations qu'on a, avec les connaissances qu'on a et les conditions dans lesquelles on est. C'est facile après de dire que c'était une erreur. Mhm. Ah oui, c'est comme si tu regardes le film complet, puis quand tu arrives à le gérer qu'à la fin, tu dis il aurait dû faire ça. Bah oui, c'est facile. Tu as toute l'histoire, toi. Mais au moment X, toi, tu as fait de ton mieux. Avec ce que tu avais, avec ce que tu connaissais, les éléments qui étaient autour de toi. Est-ce que ça, on appelle ça une erreur? Parce qu'il y a des choses qu'on appelle erreurs qui ne sont pas forcément une erreur. Tu as fait avec les moyens du bord. Je prends un exemple. C'est trop un exemple. Enfin, par exemple, l'éducation. Parce que je suis parent. Et je suis aussi enfant. On entend souvent, c'est les psychologues, traumatisme au niveau de l'enfant, les parents. Mais est-ce que tes parents ont été à l'université parentale pour apprendre comment être un parent? Ben non. Ils se sont mariés, puis un jour ils ont eu le premier enfant, et ils ont appris sur le tas. Et en général, ils ont reproduit ce que leurs parents faisaient. Mais ils n'ont pas été formés à ça. Et donc, tout parent fait des erreurs. Et puis, à un moment donné, au fur et à mesure, deuxième enfant, troisième enfant, puis après les enfants grandissent, et puis ils prennent de l'expérience. Ils ont un master, puis après ils ont un doctorat, et puis ils deviennent plus performants. Est-ce qu'on va dire que c'était des mauvais parents au début? Ben non. Ils ont fait au moment X, en voulant faire bien, avec les moyens qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Et peut-être qu'avec du recul, 10 ans plus tard, on dira que c'était une erreur. Oui, 10 ans plus tard, c'est une erreur. Mais à ce moment-là, ça ne l'était peut-être pas. Parce que tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il ne connaît pas. En arabe, on a une phrase qui dit « Faqadu shay la yu'atih ». Celui qui ne possède pas une chose ne peut pas te la donner. Et donc, c'était quoi encore? Répète la question parce que je me suis perdu. dans mon... C'est vrai que je te disais, comment continuer une nouvelle vie sans... Sans que les erreurs te rattrapent. Voilà. Alors, c'est Donc- pas sans que les erreurs te rattrapent. Sans que C'est l'ancienne sans que l'ancienne vie ne pèse sur la nouvelle. Et donc, on est parti sur les Voilà. erreurs, les regrets. Donc, ce qui est passé est passé. Et tu vas savoir que à la base, tu as voulu bien faire, puisque ton intention reste quand même un élément important dans l'histoire. Mhm. Et donc, tu n'as peut-être pas eu la finalité espérée parce que, faute de moyens, faute de connaissances, faute peut-être de plein de choses. Est-ce que ça doit te poursuivre toute ta vie? Non. C'est tout. Ben, répare. Ben, voilà, il y a un truc qui n'est pas, ben, tu répares, ben, tu changes, ben, tu en discutes, tu dis peut-être même à la personne concernée, finalement, je m'étais trompé, j'ai fait une erreur avec toi, et puis on continue. Et si l'autre est assez intelligent pour comprendre que c'est normal que tu aies fait une erreur, et que s'il ne le comprend pas aujourd'hui, il le comprendra quand lui la fera, et qu'on lui reprochera, et que c'est la continuité, et que c'est une logique, c'est une boucle sans fin dans la vie, ben il ne le comprendra pas aujourd'hui, c'est pas grave, laisse-le, il le comprendra dans 20 ans. Il sera parent, et puis il le fera aussi, et puis ainsi de suite, et puis ça continue. Donc non, le passé ne doit pas te poursuivre, et il n'a pas de raison de te poursuivre, il est avec toi. À partir du moment où tu le vois de cette manière-là, et que tu te dis, voilà, c'est fait, bien sûr, il y a des choses qu'on regrette toujours, des choses qu'on... Mais voilà, tu es obligé de continuer. Il n'y a pas de raison que ça pollue les éléments à venir. Si ta vie était un film, elle s'appellerait comment? Ma vie, si elle était un film. Ouais. Faut que je donne un titre. Tiens, je vais Premier reprendre. titre qui te passe par la tête. Hein. Ouais, là, c'est là que la tasse de café elle est utile parce que ça me permet de couvrir le blanc, tu vois, le temps de réfléchir. T'as vu, moi j'ai bu aussi, il faut couvrir ce blanc-là.
Ouais. Je t'ai donné un peu de temps, j'ai vu Euh, 2 fois. Premier titre qui te passe par la Et ben, le tête. problème, c'est qu'il n'y en a pas qui me passent par la tête. Ok. Alors, ce qui est intéressant, tu sais, par exemple, là. Il était une fois. Merci. Voilà. Tu vois, justement, je t'avais dit, quand on ne sait pas, c'est soit le silence, soit. Parce qu'en fait, dans les questions intuitives, là, par exemple, si je te demande combien j'ai de doigts sous la table, j'en ai combien? 15. 15. Peut-être votre pied. Pas mal, waouh, t'as Tu vois. été ultra vite. Ok, bon, bah, mon exemple ne marche pas avec Brahim, ça ne peut pas marcher. Donc, Ok. oui, les questions intuitives, on connaît tous les réponses. On les connaît tous. Mhm. Je sais pas si on peut parler religion, spiritualité, Ouais, j'ai rien contre. Hein. parce que ça me fait penser à ce fameux, tu sais, cette interaction entre l'archange Gabriel, Jibril, alayhi salam, et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, quand il lui dit Iqra, qu'est-ce qu'il y avait à lire? Ouais. Je te laisse continuer, c'est pas une question, ça si. Ouais, je te pose la question, parce que je sais aussi que tu es peut-être plus versé dans cette science que je ne peux l'être. Qu'est-ce qu'il y avait à lire? Oui, il lui demande de lire. Qu'est-ce qu'il y avait à lire? Je sais pas. Alors, moi, là, c'est proche, très proche qui m'a fait part de ça. C'est qu'il n'y avait rien dans la matérialité à lire physiquement. Mhm. C'est une invitation à procéder à une lecture qui transcende la matérialité. Ouais. Je connais. Il faudrait que je revoie le détail de l'histoire. Moi, je suis dans le détail. Toi, Et comme parce moi. qu'après, juste après, il lui a dit je ne suis pas de ceux qui lisent parce qu'il était analphabète. Mhm, mhm. Et il lui a dit plusieurs fois, puis il l'a serré. Je sais pas, il faudrait que je vérifie. Je peux pas répondre. Ça, c'est pas des trucs intuitifs. Où je sais, où je sais Tout pas. à fait, tout à fait. Mais du coup, voilà, l'intuition amène nécessairement des éléments qu'il est possible de lire dans son intériorité. Là, si je te demande de penser à une couleur, Jaune. jaune. Si je te demande de penser à un café, Le mien. ah, le bien. Et les orteils, bon, là, tu as été ultra vif, c'était magnifique, un coup de maître. Euh, il était une fois. On en revient au titre de ton livre. Pourquoi? C'était un film à la base. Hein, Ah oui, pardon. Ah, donc le titre de ton film, il était une fois. Pourquoi? Parce qu'il était une fois, ça laisse la porte ouverte à tout. L'histoire n'est pas finie. Si je te donne un titre, je vais donner un titre sur du jour de ma naissance à aujourd'hui. Qu'est-ce qui me dit que ce qui vient après n'est pas plus en droit de donner un titre à l'histoire? Parce que tu m'as dit ma vie. Mhm, mhm. Ma vie, c'est général. Ma vie, ça sous-entend jusqu'à ma mort. Et donc, rien ne me dit que ce qui vient après n'est pas plus important et plus à même de donner un titre à l'histoire que ce qui s'est passé. En mettant il était une fois, avec 3 petits points après, ça veut dire que moi-même, je ne peux pas déterminer un titre et que ça reste une porte ouverte. Si on ouvrait cette porte sur l'amour, Mhm. Quel amour? Il y en a plusieurs des amours. moi je ne connais pas l'amour. Je veux bien que tu m'en parles. Il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour mère-enfant, il y a l'amour qu'on porte à ses parents, il y a l'amour qu'on porte à ses frères et sœurs, il y a l'amour qu'on porte à sa conjointe, l'amour qu'on porte à ses amis. L'amour, c'est très large, mais ce n'est pas tous le même amour. Reformule ta question. Si tu pouvais expliquer, L'amour. si tu pouvais expliquer l'amour à un enfant de 7 ans, tu lui Un dirais enfant quoi? 7 ans, donc il est assez grand quand même pour comprendre certaines choses, et que tu dois l'expliquer l'amour. On va le résumer en le don. Chaque personne, en fait, il y a plusieurs formes d'amour. Il y a même des amours toxiques, des amours égoïstes, des amours altruistes. Et donc, si je devais donner la définition de ce que j'appellerais un amour sain, il doit être altruiste. C'est-à-dire que aimer, ce serait l'envie de rendre l'autre heureux. Un amour égoïste, c'est aimer, c'est demander à l'autre de te rendre heureux. Peu importe si lui l'est. Hein. Donc, voilà, une définition simple et courte, c'est vouloir
que l'autre soit heureux. Aimer quelqu'un, c'est vouloir que l'autre soit heureux, peut-être au détriment de soi-même. Je veux bien que tu répètes ce que tu viens de dire. C'est aimer quelqu'un, Mhm. c'est vouloir le bien ou le bonheur de l'autre, et dans l'extrême, au détriment de son propre besoin ou plaisir. C'est-à-dire, c'est une forme de don avec une forme de sacrifice, mais qui n'est pas indispensable, qui n'est pas nécessaire pour déterminer l'amour. Mais ça, c'est l'extrême. C'est-à-dire que s'il y a un choix à faire à un moment donné, quand tu aimes quelqu'un, et que ce soit, mais qu'il y a un choix, que la forme idéale n'est pas possible, et que le bonheur de l'autre implique de ta part de sacrifier quelque chose sur ton bonheur à toi, quel choix vas-tu faire? Si tu l'aimes vraiment, en général, c'est un peu comme l'amour maternel. Une mère est prête à patienter sur certaines choses, à faire des sacrifices, tant qu'elle sait que son fils ou sa fille est heureuse ou heureux. Donc ça, c'est une forme d'amour altruiste. Si on pose ça sur d'autres relations, amicales, avec un conjoint, avec ses enfants, etc., ben c'est pareil. C'est à quel moment cet amour est altruiste ou il est égoïste. On rencontre tous dans notre vie des gens qui... Parce que l'amitié est une forme d'amour, mais différente. Qui, à un moment donné, font preuve d'un amour égoïste ou d'une amitié égoïste et où tu te rends compte, à un moment donné, que ce qu'ils recherchent, c'est pas donner, c'est recevoir. Et donc, si je dois donner une définition d'amour, ce serait le premier, l'altruiste. Si on devait tous chercher quelque chose dans sa vie, quelle est la seule chose qu'on devrait chercher? De mon point de vue, Mhm. Rid Allah. Ça veut dire quoi? Là, je parle en tant que musulman, donc croyant. Donc, toutes les personnes qui écoutent vont peut-être pas partager le même truc, mais là, tu me demandes mon avis à moi. Donc, en tant que croyant, l'agrément d'Allah, Azza wa Jal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la satisfaction d'Allah, Azza wa Jal. C'est les termes que tu comprends pas ou c'est le sens voulu? C'est Parce que là, j'ai parlé en... les termes que je nous invite à expliciter pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas. Et c'est le sens que toi tu mets. Écoute, tout le monde a besoin d'un but dans sa vie. On va prendre les différentes philosophies possibles. Tu as le croyant, c'est évident. Forcément, s'il est croyant, son but dans la vie a un rapport avec sa croyance, avec sa religion. Et donc, il est difficile de croire quelqu'un qui se dit croyant, quelle que soit sa religion, ne mette pas ça au centre de sa vie et dise que la finalité, c'est quand même d'arriver à l'agrément du Dieu qu'il adore. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas croyants. Alors là, pour moi, c'est très abstrait pour moi, mais ils doivent quand même s'inventer un but, au final. Certains, ce sera les plaisirs mondains, d'autres, ce sera la richesse, d'autres, ce sera le pouvoir, d'autres, ce sera... Voilà, tout le monde a besoin d'un but. C'est-à-dire, en gros, s'il n'a pas un Dieu, il doit en créer un. Il doit s'en inventer un. Il ne l'appellera pas Dieu, mais il lui dévouera tout ce qu'un croyant fait pour son Dieu. Et donc, moi, je réponds en tant que croyant, je dis la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, qui amène ma satisfaction personnelle aussi, qui en découle. Ça apporte quoi la foi dans la vie d'un homme ou d'une femme? Qu'est-ce que ça lui apporte? Donc les bénéfices, tu parles, qu'il en retire. Bon, déjà, ça lui donne un sens. Il y a un but à sa vie. Deuxièmement, ça lui donne une certaine stabilité psychologique. Ça lui donne une morale, mais une morale qui est universelle, qui n'est pas variable en fonction du temps, du lieu et de l'environnement. Parce que si ses principes et sa morale n'est pas liée à quelque chose de divin, il est forcément lié à quelque chose de mondain, donc, créé par l'homme. Le problème, c'est que l'homme, sa notion du bien et du mal, quand elle est dénouée de croyance,
ce qui est bien il y a 1000 ans, la notion du bien et du mal il y a 1000 ans, elle n'est pas la même qu'il y a 500 ans et elle n'est pas la même qu'aujourd'hui et elle n'est peut-être même pas la même qu'il y a 30 ans. Donc, elle est sujet à des variations incontrôlables. Donc, dans l'absolu, il n'est jamais ni dans le bien ni dans le mal, puisque ce sur quoi il est aujourd'hui comme bien était mal il y a 30 ans. Donc, tandis que quand tu as une universalité de la chose, puisqu'elle dépasse le côté humain et qu'elle est dictée du divin, à ce que je sache, dans toutes les religions, en tout cas je parle pour la mienne, rien ne change. Hein. Il y a 2000 ans, il y a 1400 ans ou aujourd'hui, c'est toujours pareil. Ce qui est bien est bien, et ce qui est mal est mal, et ça le restera tout le temps. Donc, ça lui donne une référence dans sa vie, une morale sur laquelle le doute n'a pas sa place, contrairement à une morale qui, comme on a dit avant, qui n'est pas universelle, qui n'est pas divine, et qui est mondaine, et qui est donc varie en fonction du lieu, du temps. La notion du bien n'est même pas la même d'un peuple à l'autre sur la Terre. Tu vas prendre une tribu africaine, tu vas prendre quelqu'un qui vient en fin fond de l'Asie mineure, quelqu'un qui vit en Occident. Il y a plein de choses dans la notion du bien et du mal qui n'est pas pareil. Pourtant, ils sont à la même époque, sur la même planète. Et qui a raison? C'est quand même très prétentieux de dire que l'Occident a raison ou que le gars dans sa tribu africaine aurait plus tort que lui. Mais non, votre concept, il est humain, vous l'avez inventé vous-même, le nôtre aussi. Qu'est-ce qui fait que tu es meilleur que moi et que ta notion du bien et du mal serait meilleure que la mienne? Par contre, quand ça renvoie à quelque chose de divin, c'est plus discutable. C'est au-delà d'être humain. Et donc là, c'est plus sujet au temps, au lieu, à l'époque, etc. Donc ça lui donne une certaine stabilité, ça lui donne une morale, ça lui donne et surtout, avant tout, un but et un objectif qui revient aux 5 piliers qu'on avait dit tout à l'heure dans une de tes questions. Voilà. Alors, intuitivement, ton partage, il me fait penser à... Tu as répété plusieurs fois tribu africaine. 2 fois, je crois. Je ne les ai pas comptés. Ouais. Mais pendant 5 mois, j'ai vécu en Tanzanie. Pendant 3 mois, quasiment chaque week-end, je me rendais justement auprès d'une tribu Maasai. Ouais. Ils étaient de confession chrétienne, avec une dimension profondément animiste aussi. Ils ont beaucoup de mélange dans leur religiosité. Ouais. Et moi, quand je me rendais là-bas, à l'heure de la prière, je priais. Et on n'est jamais venu me déranger ou me demander quoi que ce soit, ou m'interdire quoi que ce soit. Et un jour, c'est la prière, donc on était en train de prier la prière, la dernière, la Isha, et il y a des volontaires français qui étaient venus avec moi. Donc on prie tous ensemble. Et eux, c'est la première fois qu'ils me voient prier avec d'autres personnes. Avec qui tu priais? Avec les Français ou avec les Maasai? Ah non, avec les Français qui sont venus du coup de France. Donc je te disais, il y a des volontaires qui sont venus me rejoindre. Et du coup, c'était la première fois qu'on se livrait à une prière collective. Et donc, eux, c'est la première fois parce qu'ils n'ont jamais vu de musulmans. Il y a beaucoup de musulmans chez les Maasai. En fait, ils sont mélangés, ils sont les deux. Alors, peut-être cette tribu-là, pas. C'est ça. Ouais. Moi, la tribu que j'ai eu l'occasion de côtoyer pendant 3 mois... c'était que des chrétiens. Je ne te parle pas des tribus que tu payes 50 € pour qu'ils dansent et qu'ils fassent leur show. C'est pas ça. Moi, c'était à Arusha. Ouais. Donc toi, tu étais vraiment au cœur de leur village. C'était vraiment le cœur du village. Et donc, ils n'avaient jamais vu une prière en groupe. Ils n'avaient jamais vu... Déjà, une barbe comme ça, ils n'avaient jamais vu. Ouais. Des cheveux, j'avais les cheveux encore plus longs, ils les avaient jamais vus. C'était vraiment, pour eux, c'était nouveau. Donc c'est vraiment, tu as été dans un endroit où les touristes arrivent quasi jamais, quoi. L'endroit, il est tellement nouveau, dis-toi, que les enfants, même certains adultes, ne connaissaient pas le football. On leur a acheté un ballon. On leur a acheté un ballon. Il y a un volontaire qui a mis un coup de pied dans le ballon. Ils sont partis en courant. Comme si, parce qu'eux, ils ne savaient pas. Tu sais, ils voient un truc comme ça, tu ne sais pas si c'est lourd, si c'est... Donc, ils sont partis en courant. C'était vraiment un endroit. Il fallait que tu prennes une voiture, ensuite un 4x4. Tu traverses un lit de rivière asséchée. C'était tellement peu fréquenté par les humains que les girafes, tu pouvais... comme dans un safari, sauf que là, tu n'étais pas dans un safari. Tu pouvais les voir juste à côté de toi. On a vu des autruches, des zèbres, des gazelles. Mais en gros, ce que les gens paient dans le cadre d'un safari... Toi, tu l'as vu dans... Là, on était en train dans le dur.
Et donc, on se rend dans ce village. Et donc, non, l'islam, ils ne connaissaient pas, du coup. Ils ne connaissaient pas les musulmans. Moi, je faisais mes prières tout seul. Ils ne m'ont jamais posé de questions. Des volontaires viennent de France. On prie tous ensemble. Ouais. Et du coup, bah, pour eux, en tout cas pour l'un d'entre eux, ils se disent, mais ça, c'est une prière qui peut être faite collectivement. Donc, Ouais. qu'est-ce qu'il fait? C'était la prière et c'était la nuit. Donc, moi, je psalmodiais à Tu voix récites haute. à voix haute, ouais. Donc, il rapproche son oreille de ma lèvre, de mes lèvres. Il est là comme ça, moi je suis comme ça en train de réciter, il rapproche sa tête vraiment à côté de mes lèvres. Il pose quasiment son oreille sur mes lèvres pour écouter. Il est là, il écoute, avec sa lance dans la main, l'épée à la ceinture. Et au moment de faire l'inclinaison, on s'incline tous, et il s'incline avec nous. Et ce qui m'a énormément touché, c'est que nous, on était 3-4. On était tous inclinés puis prosternés dans la direction de la Mecque. Ouais. Mais lui, il sait Il pas sait dans pas que quelle ça a un direction. sens, Il ne sait pas que ça a un sens. Ouais. Il sait pas que ça a un sens. Le sens, pour lui, le sens qu'il a donné, c'est qu'au moment où il s'est prosterné, au lieu de se prosterner dans cette direction, il s'est prosterné, il a posé sa tête contre ma tête. Comme s'il fallait qu'on soit effectivement dans la même direction. Ça faisait pas sens pour lui qu'on s'incline ou se prosterne en face. Non, il fallait qu'on le fasse dans la même direction. Donc, c'est l'un des moments les plus touchants que j'ai pu vivre en lien avec Il la parle foi. quelle langue? Il Quand parle tu le communiques avec Maasai. Non, mais quand tu communiques avec eux, toi, Nous, on avait un ami qui parlait le tu Swahili. aviez un traducteur? On avait un ami qui parlait le Swahili, qui leur parlait également en Maasai. Mais dès qu'il n'était pas là, en fait, on se parlait avec les gestes, Ouais, les silences et la Même présence. les langues, ils n'avaient pas une autre langue que la leur. Mm. Ouais. Donc, voilà, ça, c'était juste pour l'anecdote. On arrivait au terme de cet entretien. J'aurais une dernière question pour toi, Dis-moi. tout aussi intuitive que toutes les autres. Si tu avais le choix dans ta vie de la parcourir avec seulement l'une de ces deux options, laquelle choisirais-tu? Première option, tu n'as que des doutes. Attends, quand tu parles de ma vie, de la refaire Non, là, ou la continuer? la continuer. D'accord. Donc, si tu avais le choix, là, dans ta vie, entre ces deux options, continuer ta vie, mais qu'avec des doutes. Mhm. Deuxième option, continuer ta vie qu'avec de l'ignorance. Tu ne sais rien. Là, tu doutes. Là, tu ignores tout. Même le doute, du coup. Ah non, surtout pas l'ignorance. Hein. Je préfère les doutes. Mais quand tu dis doute de tout, on est d'accord. Pour évoluer, tu as besoin de certaines bases quand même sur lesquelles tu as des certitudes. Sinon, c'est invivable. Mhm. Donc, on élimine les choses sur lesquelles il n'y a pas de doute, où tu as besoin d'un minimum pour avancer, et avoir des doutes sur le reste, je suis d'accord. Ouais. Dans le cas comme dans celui-ci, en gros, tu as zéro certitude. Jamais. C'est-à-dire, même dans les bases, même dans les 5 piliers qu'on avait mis, Ah, d'accord. Partons de cette base crème fraîche des 5 piliers. Ouais, Parce que d'accord. 100% de doute, c'est invivable. On est d'accord. On est d'accord. Ok. Tu as ta Mais- base, mais là, à partir de maintenant, Dans tes choix Ouais, dans tes choix, tu as zéro certitude. Bah, donc une vie normale, quoi, en fait. Ah ouais? Bah oui, Ce serait une vie normale? bah, ce serait une vie normale. Est-ce que on retire les certitudes que tu as, tes croyances, etc., dans le reste de ta vie? Toi, tu as des certitudes pleines dans toutes choses. Quand tu aujourd'hui, tu achètes quelque chose, tu es sûr que c'est le bon choix. Quand tu prends ta voiture, tu es sûr que tu arriveras à destination. Est-ce que quand tu te lèves, tu vas te coucher le soir, tu es sûr que tu vas te lever le matin? Non, tout ça, c'est des doutes. Mais c'est des doutes que tu acceptes. Et auxquels tu ne penses même plus, d'ailleurs. Mais en réalité, si je te pose la question au moment X, toi, tu fais une chose en apparence avec certitude, mais si je t'interromps et que je te dis, attends, là, tu vas monter dans ta voiture, tu vas faire tel chemin. Tu es sûr que tu vas arriver à destination? Je vais me dire non. C'est un doute. Mais c'est un doute qui ne perturbe pas ta vie. En fait, tout est douteux dans la vie. À partir du moment où tu as tes bases, tes croyances, tes objectifs, les 5 piliers qu'on a dit, le reste, après, tu avances dans le doute. Donc c'est une vie normale, ce que tu me proposes. Tu me proposes ça ou l'ignorance? Ben non, je ne prends pas l'ignorance, je prends une vie normale.
On arrive à la fin de notre temps. On ne sait pas si on aura l'occasion un jour de se retrouver, puisque comme tu l'as dit, on plonge dans le doute à partir du moment où on va ouvrir cette porte. S'il y avait un dernier message, dernière recommandation, dernière transmission, ce serait quoi? À qui je le donne, ce message? À toute personne susceptible de l'entendre. De ne pas avoir une vie sans objectif. De ne pas avoir une vie dans laquelle on n'a pas des bases fortes dans le but de sa vie, ses croyances, ses objectifs. Et après, tout le reste, c'est pas important. Ça marche. Tout le reste, ça marche pas. C'est pas grave, c'est la vie, ça. Une vie où ça marche pas, c'est quand même une vie. Mais une vie sans objectif, quelle différence entre ta vie et celle d'une vache dans une prairie qui mange de l'herbe du matin au soir? Elle n'a pas d'objectif, tout ce qu'elle pense, c'est manger. Ce qui fait qu'on est humain, c'est qu'on a un objectif ultime. On l'a dit tout à l'heure, pour un croyant, il est évident. Pour celui qui n'est pas croyant, il faut qu'il se pose des questions. C'est quoi son but? Pourquoi il est là? Un grand merci à toi. De rien. Ouais, Avec plaisir. un grand merci.